Bonjour et bienvenue sur cette émission organisée par Dext sur les tendances comptables 2025. On est parti pour 1h30 de direct pour échanger sur les sujets clés du secteur de l'expertise comptable. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau 4 experts. Laurie Stroboni, coprésidente du CJEC, le club des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes. Boris Sauvage, vice-président de l'Ordre des experts comptables en charge des études numériques. Florent Dujardin, directeur général de Dext France. Et Régis Samuel, directeur général de MyUnisoft. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors, au cours de cette émission, on va aborder successivement 3 thématiques. La facture électronique. Deuxième thématique, à quoi ressemblera la future génération des experts comptables. Et enfin, le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, rapidement, quelques détails pratiques. Au début de chaque thématique, on vous proposera un sondage sur lequel vous pourrez vous exprimer en direct. La question apparaîtra sur votre écran et on pourra découvrir les résultats en fin de chaque thématique. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions en direct. Pour cela, rendez-vous sur l'onglet questions en bas de l'écran. Vous pourrez poser des questions et voter aussi pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et pareil, on essaiera d'y répondre en fin de thématique, en commençant par celles qui auront obtenu le plus de votes. Voilà pour les détails pratiques. C'est parti, on commence avec la première tendance 2025, le sujet clé de la facture électronique. Première tendance, la facture électronique, actualité et impact pour les cabinets d'expertise comptable. Donc, avant de commencer les échanges, on va lancer, comme indiqué à l'instant, un petit sondage auprès du public avec cette question: quel bénéfice majeur attendez-vous de la facturation électronique? Donc, normalement, la question apparaît sur votre écran. Réponse A, simplification et meilleure efficacité des process. Réponse B, plus de données actionnables pour conseiller mes clients. Réponse C, une meilleure conformité fiscale. Donc on vous laisse voter en direct et on regardera ensemble les résultats au terme de nos échanges sur cette première thématique. Alors concernant les actualités sur ce sujet de la facture électronique, rapidement on va rappeler le nouveau calendrier de la réforme après le report, donc 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI. 1er septembre 2027 pour les TPE, PME et les micro-entreprises. Autre actualité importante, le portail public de facturation ou PPF se limite, comme vous le savez, finalement à un rôle d'annuaire et de concentrateur des données vers l'administration fiscale. Donc nous n'aurons plus à proprement parler de plateformes publiques de facturation. Nous aurons exclusivement des plateformes privées, des PDP ou plateformes de dématérialisation partenaires. On commence les échanges avec vous, Florent. Justement, première question. Qu'est-ce que ça change, cette absence de plateforme publique de facturation? Qu'est-ce que ça change pour les entreprises, pour les experts comptables et pour les éditeurs de logiciels que vous êtes? Ouais. Alors déjà, pour préciser sur le calendrier, c'est même 1er septembre 2026 pour la réception pour toutes les entreprises. Donc même les entreprises de petite taille, il y a une obligation de recevoir les factures électroniques et donc d'être équipées au 1er septembre 2026. Et en fait, il y aura une utilisation sûrement dès 2025. Donc c'est vraiment demain, c'est vraiment l'actualité de l'année 2025. Donc qu'est-ce que ça change de ce qui a été annoncé sur l'arrêt du PPF pour un peu tout le monde? Déjà, c'est finalement plus facile parce qu'il n'y a pas de choix à se poser. Il n'y a plus de OD ou PDP ou quoi que ce soit. On est obligé d'utiliser une PDP pour tout le monde. Et les logiciels n'ont pas de questions à se poser non plus. C'est un peu plus simple pour tout le monde. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y aura, comme aujourd'hui, tous les logiciels auront un lien PDP ou seront PDP, mais il y aura, comme aujourd'hui, des bons logiciels, des mauvais logiciels. Demain, ce sera la même chose. Il y aura aussi des mauvaises PDP et des bonnes PDP. Et donc, il y aura des PDP qui feront très bien les choses, de façon automatisée, de façon utile, de façon claire pour l'utilisateur. Et il y en aura qui seront moins efficaces. Donc, ça ne change pas non plus pour l'entreprise ou pour l'expert comptable de devoir se renseigner et réfléchir à ses critères, réfléchir à quoi choisir en fonction de ce qu'il veut pour son cabinet. Alors Boris, dans ce contexte de désengagement de l'État, entre guillemets, l'Ordre des experts comptables est intervenu et qui propose sa plateforme, sa PDP gratuite. Alors pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, alors le fait que le PPF soit arrêté, que la brique plateforme finalement du PPF soit supprimée, ça met de côté globalement 4 millions d'entreprises qui sont les auto-entreprises.
Aujourd'hui, ces entreprises-là, elles sont avec aucun conseil particulier, elles ne sont pas dans nos cabinets. Et pour que la réforme de la facturation électronique, elle fonctionne, il faut que toutes les entreprises puissent y avoir accès. Les experts comptables, on a un rôle citoyen. Et là, on a voulu vraiment acter ce rôle citoyen et démontrer qu'on allait laisser personne sur le bord du chemin au niveau de la facture électronique, parce que c'est une condition essentielle pour que le projet fonctionne et réussisse pour tout le monde. Donc, on s'est dit qu'on allait proposer une offre gratuite qui remplacera le PPF. Alors, pas une offre, comme disait Florent, pas une offre qui va être très développée, parce que dans les PDP, il y a des services complémentaires. Si on veut vraiment tirer tous les bénéfices de la facture électronique, il faut vraiment regarder son organisation et puis la PDP qui va être la plus adaptée. Là, le PPF, c'est de faire la plateforme gratuite, c'est ce que faisait le PPF, c'est un service minimum, gratuit, pour les plus petites entreprises et notamment les auto-entrepreneurs en fait. L'objectif, il est de combler ce trou fait par l'abandon de l'État, par le désengagement de l'État sur la partie du PPF. Et comme ça, on va avoir tout le monde, toutes les entreprises dans la réforme de la facturation électronique et on mettra toutes les chances de notre côté pour que ça puisse fonctionner. Alors, Régis, peut-être une réaction sur ce projet de l'Ordre des experts comptables en tant qu'éditeur de logiciels. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, de toute façon, c'est ce que disait Boris. Hein. Il y a un vide, il va falloir faire face à ce vide. En ce qui concerne nous, notre cible, c'est plutôt les experts comptables et l'accompagnement des PME ou des TPE qui ont besoin de se faire accompagner. Dans ce cadre-là, nous, en tant qu'éditeurs, on va plutôt accompagner les experts comptables en direct et évidemment leur proposer une offre globale pour qu'ils puissent être au cœur des flux. Parce que le vrai sujet de l'expert comptable, c'est de rester au cœur des flux. Et l'avantage de la PDP, c'est lui permettre de le faire et évidemment maîtriser l'équipement de ses clients sur ces sujets de flux. Florent, un mot de commentaire sur cette PDP gratuite de l'Ordre des experts comptables ? Ouais, je pense que c'est une très bonne initiative et j'ai été content quand j'ai vu parce qu'en effet, ce qui a rassuré beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y aurait une version gratuite du PPF et l'État disait qu'il n'y aura aucune entreprise qui devra payer plus cher. Maintenant, on en parlait un peu avant l'émission. Je pense qu'il y a de nombreuses PDP privées qui vont faire une offre gratuite, dans tous les cas, limiter un certain nombre de factures, limiter un certain usage. Et donc, en fait, pour les entreprises qui comptaient ne pas avoir de coûts supplémentaires, ils auront des options pour ne pas avoir de coûts supplémentaires. Il ne faut pas spécialement s'inquiéter du côté entreprise avec un tout petit volume. Alors, Laurie, selon un rapport du CEG ou CEG, donc un cercle de prospective dédié à la profession du chiffre, 90% des entreprises ne parlent pas de ce sujet de la facture électronique à leur expert comptable, donc c'est assez énorme. Quelle est votre réaction sur ce chiffre et quels seraient vos conseils aux professionnels du chiffre qui nous regardent aujourd'hui ? Alors effectivement, on se rend compte en discutant avec les clients que on a presque la totalité de nos clients qui ne sont pas du tout au courant de l'arrivée de cette facture électronique, alors que pour nous, ça semble évident. Donc on a été, depuis quelques mois, confrontés à ça, en discutant, en disant, vous avez entendu parler, juste pour faire une première approche. On se rend compte qu'ils ne sont absolument pas au courant. Alors, il y a une grosse pédagogie à faire, c'est-à-dire que, selon le type de client qu'on a en face de nous, on a certains que ça effraie énormément, donc à qui on dit que ça va être très fluide, qu'on va gérer en amont pour qu'ils ne sentent pas la différence, etc. Et puis, on en a d'autres qui nous disent que 2026, c'est quand même assez loin. Donc, on essaie de faire cette pédagogie un peu longue pour que ça puisse rentrer dans leur esprit et dans leur projection de gestion sur les années à venir. Et sur nos préconisations, c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup, c'est de mettre en place les plateformes collaboratives, quelles qu'elles soient, dès le départ, dès aujourd'hui. Les clients s'y habituent petit à petit. Ils s'habituent assez vite maintenant, puisque toutes les plateformes qui sont proposées sont quand même très, très faciles d'utilisation. Et derrière, en fait, l'objectif, c'est qu'ils ne sentent même pas le moment où ça va passer en facture électronique, parce qu'ils auront déjà cette habitude-là. Ouais, pour que la transition en fait, soit fluide, effectivement. Boris, peut-être un mot de réaction sur ce sujet du rôle de l'expert comptable pour accompagner les entreprises sur le terrain de la facture électronique et le fait qu'il ne soit pas forcément encore l'interlocuteur identifié par les entrepreneurs pour les accompagner sur ce sujet. Je pense que les entrepreneurs vont vite nous identifier comme étant vraiment l'accompagnateur, le facilitateur en fait pour mettre ça en place. Et c'est vraiment le rôle de l'expert comptable. On connaît l'entreprise, on connaît ses besoins, on connaît finalement l'ensemble de ses flux et on va pouvoir les conseiller sur les bénéfices attendus. Parce qu'on parle toujours de la facture électronique avec, il y a une obligation, avec une date, une échéance et en fait c'est une contrainte. En fait, la facture électronique,
elle a été développée, mise en place par les grandes entreprises depuis des dizaines d'années, parce que c'est de l'efficience sur tous les process administratifs, c'est de la transparence, c'est de l'efficacité, c'est faciliter les paiements, c'est mettre de la sécurité dans les échanges de factures, et tout ça, on va pouvoir enfin l'apporter aux entreprises. Et puis pour les cabinets, c'est aussi l'exhaustivité, et pour les clients aussi, parce que quand vous dites à un client, en fait, il me demande cette facture, ah oui, il faut que j'aille la rechercher, enfin, c'est galère pour lui, c'est galère pour nous, là tout arrive, c'est facile pour lui, c'est facile pour nous. Il faut simplement qu'on prenne le temps de les accompagner, et Florent le disait tout à l'heure, ça démarre dès 2025. Donc il faut vraiment y aller maintenant. Aujourd'hui, les experts comptables sont plus ou moins bien préparés par rapport à ça, au moins sur la connaissance de la réforme. Là, il y a un deuxième module qu'on a fait au niveau de l'ordre pour vraiment expliquer comment est-ce qu'on fait la cartographie des flux, comment est-ce qu'on y va. Et donc là, aujourd'hui, c'est à nous de prendre le sujet et d'accompagner nos clients pour faire tomber ce chiffre de 90% en fait. Alors Régis, vous êtes éditeur de logiciels, vous êtes également expert comptable. Donc là encore, quel est votre point de vue sur le rôle des experts comptables pour accompagner les entreprises sur ce terrain de la facture électronique? Alors, comme tu disais, hein, Boris, l'expert comptable a toujours été le premier interlocuteur du chef d'entreprise. Hein. C'est le conseil numéro 1, c'est le bras droit du chef d'entreprise. Donc il y a cette notion de proximité qui est très forte et de confiance. L'expert comptable a pour obligation le fait de pouvoir accompagner le chef d'entreprise sur cette transformation qui est importante. Et il faut l'accompagner, comme tu le disais Laurie aussi, dès maintenant, c'est-à-dire l'adapter à cette logique de plateformisation hein, des échanges pour que ça se fasse d'une manière de plus en plus fluide et pour que ça se fasse d'une manière de plus en plus simple et logique. Et donc l'éditeur doit permettre à l'expert comptable d'être face à son client pour que cet accompagnement avec une plateforme se fasse d'une manière très propre. Et c'est là où l'expert comptable doit bien choisir son partenaire pour l'accompagner sur ce sujet. Florent, un mot de commentaire? Ouais, sur les 90% de clients qui ne parlent pas de la facture électronique ou qui ne sont pas au courant, j'ai envie de dire tant mieux, mais ça ne va pas durer. Parce qu'il y a tous les grands facturiers, donc tous les fournisseurs d'énergie, tous les fournisseurs de téléphone, d'Internet, tout ça, vont communiquer pour dire demain, vous n'avez plus les factures dans votre espace client, vous allez les recevoir dans votre outil comptable. Et à ce moment-là, les gens vont recevoir plein de pubs, plein d'informations. Il va y avoir aussi des pubs ou des informations du gouvernement. Et ça va être le moment où les banques ou les acteurs qui ne sont pas des acteurs de la profession au service des experts comptables vont aussi communiquer aux clients. Et si jamais les clients ont ces infos-là avant l'expert comptable, ils vont soit paniquer, soit choisir des outils qui ne sont pas ceux que veut l'expert comptable. Donc il y a quand même une bonne nouvelle qu'il y a plein de gens qui ne soient pas au courant. Il y a une urgence pour les cabinets à se poser comme le sachant qui va expliquer les choses et qui va être le point de référence. Pour que vraiment l'objectif, c'est si le client il a le réflexe, je parle à mon expert comptable dès que j'ai une question de facture électronique, c'est gagné. Et pour faire ça, il faut envoyer des mails d'information, organiser une réunion d'information à facture électronique dès maintenant dans les cabinets pour bien clarifier à tout le monde, c'est moi qui sais, et si vous avez une question, vous la posez à moi. C'est vrai que c'est quand même, le chiffre est énorme, hein, 90% d'entrepreneurs. Il y a vraiment des actions effectivement à mettre en place pour avancer sur ce sujet. Alors, en amont de l'émission, on a fait un sondage sur LinkedIn avec cette question: quel obstacle principal anticipez-vous avec l'adoption de la facturation électronique? Donc, la réponse A, la formation des collaborateurs et clients, a obtenu 37% des voix. La réponse B, le choix de la PDP et l'intégration avec les outils actuels, un petit peu plus 47%. Et réponse C, le coût initial de mise en place, 16%, le nombre de participants, 702 personnes. Donc c'est significatif, hein, ça indique des vraies tendances. Quelle est votre réaction sur ce sondage? Et selon vous, quel serait le principal obstacle pour les experts comptables sur ce sujet de la facture électronique? Laurie? Alors pour moi, je pense que ce serait plutôt le choix de la PDP pour les experts comptables. Justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est l'objectif de fluidifier un maximum, donc l'intégration avec les outils déjà existants au sein du cabinet. Je pense que le choix initial
serait l'obstacle, enfin, ou en tout cas la chose la plus compliquée à mettre en œuvre au départ. Et justement aussi, alors on arrive sur l'autre réponse qui était proposée, pour faciliter la formation des collaborateurs. En fait, tout est lié là-dessus, et pour que les clients aient un véritable gain dans la gestion de leur entreprise. Boris, un mot de commentaire? Oui, je pense que les reports successifs sur la réforme ont fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, finalement, c'est bien septembre 2026, c'est autrement, c'est quoi le périmètre, on voit que ça rechange. Enfin, il y avait quand même une zone d'incertitude jusqu'au communiqué de presse de Bercy là, du mois d'octobre, où on se disait, est-ce que ça va vraiment tenir, le projet est quand même assez gros. Enfin, voilà. L'administration a décidé de réduire la dimension de son projet pour tenir les échéances et à réaffirmer les dates. Et on a échangé avec eux, ils veulent aller au bout, donc la réforme, elle va se faire. Et en fait, toute cette incertitude, finalement, je pense qu'elle pouvait se dire, bah, ok, moi j'y vais, je me suis préparé, puis au mois de juin 2023, on m'a dit, non, stop, on verra ça plus tard. Donc, le plus gros frein, à mon avis, pour les experts comptables, c'est est-ce qu'on y va ou pas. Or, le communiqué de presse dit, oui, on y va, et sans PPF, donc voilà, mais donc, le périmètre est précisé, les dates sont confirmées, les échanges commencent dès 2025. Il y a un petit pilote qui est mis en place, ça démarre, enfin voilà. Donc ce problème d'incertitude qui pouvait faire penser qu'aux experts comptables, ben, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, il est levé. Et maintenant, il faut aller sur l'étape d'après, comme disait justement Laurie, la formation, et puis avancer. Florent, une réaction? Oui, je ne suis pas si inquiet sur le choix d'une PDP. En gros, tous les logiciels existants vont être PDP ou vont être reliés. Enfin, il n'y a pas de vraie nouveauté là-dessus. Et dans tous les cas, on ne voit pas encore les acteurs faire les nouveaux services reliés, faire la remontée des statuts, faire les reporting. C'est encore assez flou. Et donc, c'est impossible aujourd'hui pour un expert comptable de se baser sur ces critères-là. Mais sachant que tout le monde sera PDP, pour moi, c'est la continuité des réflexions qu'ont les experts comptables aujourd'hui sur trouver leur logiciel aujourd'hui. Ce qui n'est pas facile. Hein. Il y a énormément de logiciels partout, c'est extrêmement compliqué, mais ça sera dans une continuité pour moi. Je réagis aussi sur l'idée que ça va apporter beaucoup de choses. Oui, évidemment, mais il ne faut pas non plus espérer que ce soit le Graal qui sauve tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y aura beaucoup de nouvelles contraintes avec la facture électronique, en particulier les statuts à gérer. Et donc la question il n'y aura plus besoin de réclamer les factures aux clients, totalement vrai, ça c'est une super nouvelle. Mais je pense que envoie-moi ta facture, envoie-moi ta facture, envoie-moi ta facture d'aujourd'hui sera remplacé dans 2 ans par tu l'acceptes ou tu refuses, tu acceptes ou tu refuses, oui, c'est ça. Tu acceptes ou tu refuses. Et ça va être insupportable pour les collaborateurs de devoir vérifier à chaque fois est-ce que cette facture s'est acceptée ou refusée par le client. Et c'est pour ça, c'est sur ces sujets-là où les PDP ont un vrai rôle à jouer, avec l'intelligence artificielle a priori, on en reparlera. Pour la facture SFR, on automatise son acceptation. Oui. Par contre, la facture d'un fournisseur qu'on n'a jamais vu et que ces 200 autres 1000 clients n'ont jamais vu, de 10 000 €, on met peut-être 5 ou 6 alertes pour ne pas l'accepter. Donc il va quand même y avoir des changements, il faut que les experts comptables soient quand même un peu vigilants sur ces choses-là. Régis, un mot de commentaire? Oui, et je rebondis sur ce que tu disais, Florent. On est quand même dans une vision différente du métier de l'expertise comptable, c'est-à-dire on va vraiment devenir des acteurs autour des flux, des événements, et donc il faut se remettre en question dans l'organisation même des cabinets, de nos structures, pour être adaptés au traitement de flux. Donc aujourd'hui, c'est le traitement de la facture, dans la comptabilisation de la facture. Demain, ça sera le pilotage des statuts de ces factures. Donc ça, c'est un sujet majeur. Et donc, il faut s'appuyer sur un partenaire qui nous accompagne dans ce cadre-là et qui puisse d'ores et déjà être pensé comme ça en gestion de flux pour qu'il puisse petit à petit nous accompagner vers la facture électronique et se positionner comme acteur de l'accompagnement du client dans ce cadre-là. Alors Boris, pour parler un petit peu de l'avenir, selon vous, quel va être l'impact de ce sujet de la facture électronique en termes d'évolution des cabinets d'expertise comptable et quels seraient vos conseils en la matière? Je pense que ça va profondément changer le métier. Florent le disait à l'instant, aujourd'hui on passe du temps à récupérer les pièces, demain on passera du temps sur la partie des statuts à relancer la partie des clients. Il y a une démarche d'automatisation qui va se mettre en place, qui est déjà en place, enfin plus ou moins, mais qui va encore s'accélérer de plus en plus.
Aujourd'hui, si je caricature un petit peu le métier, j'ai mes piles d'achat, mes piles de vente, mes piles de ligne bancaire. Je descends mes piles, je fais de la saisie pendant 80% de mon temps, 20% de mon temps, je vais contrôler en fonction de mes habitudes ou si jamais je travaille avec quelqu'un, je connais les petits défauts, etc. Je sais où aller regarder et je passe finalement 80% du temps de saisie, 20% du temps de contrôle. Demain, avec l'automatisation, je vais avoir 80% d'automatisation, donc je vais finalement passer 20% du temps à contrôler mes flux, contrôler mes statuts, gérer, et 80% à contrôler. C'est pas la même approche. On peut avoir des réflexes qu'on a quand on fait de l'audit, par exemple, sur cette partie-là, alors que l'autre, on est sur de la saisie. Et donc, cette façon différente d'approcher la comptabilité, il faut emmener les collaborateurs, il faut emmener les équipes sur ces changements d'habitude, de dire maintenant c'est plus est-ce qu'on a bien la facture, il faut regarder en fait est-ce qu'il y a dans les factures SFR qu'on parlait tout à l'heure un changement de téléphone sur lequel il faut identifier et revenir dessus parce que le processus automatique ne l'a pas vu ou vérifier cette partie-là et le reste, il n'y a pas besoin. Donc on a vraiment un changement d'attitude à engager avec les équipes et toute cette partie de facture électronique, d'automatisation, elle va faire passer de la partie saisie à la partie contrôle et c'est pas la même façon d'approcher. C'est la même technique sous-jacente, mais c'est pas la même façon d'approcher, c'est pas les mêmes réflexes. Et je pense que les équipes peuvent être rapidement perturbées par rapport à ça, de se dire, ok, comment je fais? Et si jamais je prends mes anciens réflexes, de dire, ok, je redescends toutes mes factures une par une pour vérifier qu'elles sont bien comptabilisées, en fait, je vais passer plus de temps et je n'ai pas les gains de tout ce qui est automatisation. Donc, il faut faire changer les habitudes, faire changer l'utilisation des compétences techniques aux équipes. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, majeur de toute la partie automatisation. Laurie, une réaction sur ce que vient de dire Boris, et surtout comment les jeunes professionnels du chiffre que vous représentez aujourd'hui appréhendent ce sujet de l'évolution des cabinets d'expertise comptable avec ce sujet de la facture électronique. Oui, alors deux choses. La première, pour réagir sur ce que disait Boris, c'est vrai que la question du fait d'emmener les collaborateurs sur cette partie-là est centrale. On ne se rend pas forcément compte parce qu'on a, sur toutes ces discussions, on est toujours avec des personnes qui ont l'habitude d'utiliser des plateformes, etc. En fait, il y a encore quand même énormément de cabinets qui ne savent même pas que ça existe. Et donc, il y a quand même une grosse pédagogie aussi à avoir là-dessus et envers les collaborateurs. Moi, quand je suis partie du cabinet où j'étais avant de m'installer, j'avais noté créer une plateforme et avec une application. Je ne savais même pas que c'était déjà fait et déjà sur le marché. Donc, il y a quand même toute cette partie-là sur le fait d'emmener les collaborateurs qui est importante. Après, sur la partie jeunes, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les jeunes experts comptables créent leur cabinet directement en ayant la production comptable qui est secondaire. C'est-à-dire que c'est le point d'entrée. Ça, c'est une révolution, clients, en fait. Mais de nouvelles missions proposées qui sont les plus mises en avant et les missions phares. On a le conseil financier, on a la gestion de patrimoine, on a le DAF externalisé et d'autres. Et on se rend compte que les jeunes, dès qu'ils finissent le DEC, qui est quand même un diplôme long, puisqu'il y a quand même 8 ans d'études, dès que les jeunes s'installent, passent des diplômes complémentaires pour pouvoir proposer ces nouvelles missions. Donc là, il y a quand même une vraie révolution là-dessus sur l'installation. Oui. Il y a un vrai basculement en fait, de la profession. Florent, votre réaction sur cette petite révolution des professionnels du chiffre avec le sujet de la facture électronique? Encore une fois, je trouve que c'est une continuité. La facture électronique, de façon générale, ça va juste encore plus d'automatisation, mais les sujets de contrôle sont déjà vrais aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Moi, je m'en rends pas compte parce que on bosse avec différentes tailles de cabinets. Et en effet, dans la globalité des cabinets, la plupart restent quand même beaucoup sur la mission traditionnelle. Et donc que des jeunes qui se lancent soient directement avec en tête, je vais faire de l'aide à la gestion de patrimoine ou des choses comme ça, c'est parfait. Très prometteur. Régis, un mot de commentaire sur cette évolution de la profession à travers la facture électronique? Enfin. Enfin. Non, mais enfin. Ça ouvre quand même de très belles opportunités. Évidemment, on fait pas magnifique pour la profession. On fait pas quasiment 10 ans, après bac, juste pour traiter du débit crédit. Donc c'est vraiment toute l'offre de valeur qu'on va pouvoir créer autour des chefs d'entreprise qui va être assez sympa grâce à ça. Mais encore une fois, pardon d'interrompre, pour moi, c'est pas la facture électronique qui permet ça. Non. En fait, c'est déjà possible aujourd'hui, donc il ne faut pas espérer
que c'est bon, on reste tranquille et dans 2 ans, on va avoir plein de nouveaux services. Mais évidemment, Florent, sauf que ça va quand même être un élément déclencheur qui va, C'est sûr. qui va accompagner la profession dans ce sens-là. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, évidemment, on a les outils pour, mais comme le disait Laurie, il y a quand même pas mal d'immobilisme parce qu'on a nos tâches à produire, tous les 19 du mois avec la déclaration de TVA, le 15 septembre et autres pour les acomptes d'IS, le l'IAS fiscal. Donc il y a cet élément de tâche qui est très, très prenant actuellement et qui va quand même être un petit peu plus automatisé automatiquement par cette logique de plateformisation. Donc oui, aujourd'hui on peut déjà faire, mais beaucoup ne font pas comme ça. Ça devrait laisser un peu plus de temps. Encore une fois, j'ai peur parce que l'automatisation sur les process qui ne marchent pas bien, ça fait encore pire. Bien sûr. Et on parle assez peu du reporting, mais il y a quand même aujourd'hui, on fait tous les mois des remontées de TVA, ou tous les 3 mois. Ça va être toutes les semaines. Donc il va y avoir des obligations qui vont encore se rapprocher. Et c'est possible que si on se retrouve dans 5 ans, les cabinets disent « Oh là là, mais c'est terrible, avant la facture électronique, on avait plus de temps, maintenant, c'est un enfer ». Et donc, en fait, il va y avoir, je pense, quand même les cabinets qui vont prendre le devant, qui vont vouloir le faire, et ça a très bien marché. Et ceux qui vont juste espérer que ça aille tout seul, ça sera plus dur. Donc, mon message, ça va être moteur. Il faut accompagner la profession en ce sens, les accompagner dans les métiers de data controller qui traitent du flux, évidemment. C'est un vrai sujet. Alors, on a les résultats du sondage lancé en début de thématique. Je rappelle la question, quel bénéfice majeur attendez-vous de la facturation électronique? Réponse A, simplification et meilleure efficacité des process, qui est obtenu 61%, donc c'est vraiment le grand gagnant de ce sondage. Réponse B, plus de données actionnables pour conseiller mes clients, 20%. Et un petit peu en dessous, réponse C, une meilleure conformité fiscale, 19%. Alors peut-être une réaction sur les résultats de ce sondage, Boris? Je trouve que on a vraiment sur ce côté amélioration des process, automatisation, mais comme le rappelait Florent, faut vraiment, ça peut commencer aujourd'hui et ça nécessite d'avoir aussi une bonne vision des process, parce que l'automatisation sur des process qui ne fonctionnent pas, en effet, ça va être pire que bien, quoi, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté où il faut se poser la question et y aller dès maintenant, en fait. L'urgence d'y aller, c'est vraiment le message clé, en fait, que j'entends autour de... Et quand on voit les attentes qu'il y a, et comme le disait Florent, c'est possible aujourd'hui, en partie, en tout cas, pourquoi on attend? En fait, l'urgence d'y aller et de se réinventer pour les experts comptables, c'est ça, Laurie? Oui, tout à fait. Alors... mais c'est ce que disait Florent aussi, c'est qu'effectivement ça existe, il ne faut pas qu'on en attende trop non plus, mais en même temps, chez les jeunes, on n'attend que ça en fait, on attend que ça arrive, qu'on puisse être libéré effectivement d'une partie en tout cas de ces échéances-là, et si ce n'est pas la facture électronique en elle-même, ce seront les étapes d'après qu'on attend. Donc c'est vrai que oui, c'est l'urgence. Donc oui, allez-y. Désolé, en ayant bien convaincu de ce que disait Florent, c'est qu'il faut éviter que d'autres partenaires des chefs d'entreprise prennent la place sur le sujet facture électronique. C'est pour ça qu'il faut être très proactif vis-à-vis des clients et expliquer à quel point l'expert comptable est le spécialiste de cette plateforme. Interlocuteur privilégié sur ce sujet. Alors, on a une question très pratico-pratique de Christophe. Quel est le nom de la PDP gratuite pour les entreprises? Il n'y a pas de nom, ce sera la plateforme de l'Ordre des experts comptables. Il n'y a pas de nom encore? Non, il n'y a pas de nom. En fait, il y a une question, puisque l'Ordre, via ECMA, propose Je facture. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Non, ce n'est pas la même chose. Puisque Je facture, c'est une plateforme PDP avancée avec des services complémentaires qui est proposée par ECMA, comme d'autres PDP. La plateforme de l'Ordre, ce sera une version pour fournir le service minimum pour notamment toute la partie des auto-entrepreneurs. Donc ça ne peut pas être le même nom. À mon sens, ça ne peut pas être le même nom et ce sera un nom différent. Donc non, il n'y a pas de nom aujourd'hui qui est défini. Jeuxpdp.com peut-être. Jeuxpdp.com par exemple. Voilà. Mais pourquoi pas. On pourra peut-être lancer un sondage, un concours pour pourquoi pas, très bonne idée. Donc je retiens les idées clés, donc urgence d'y aller, urgence d'enclencher la conversation avec les entrepreneurs sur ce sujet de la facture électronique, les opportunités pour les entreprises, les opportunités aussi pour les experts comptables de se réinventer. Donc très enthousiasmant en fait ce sujet de la facture électronique. On peut passer à la seconde thématique de cette émission, à quoi ressemblera
la future génération des experts comptables. Deuxième tendance, une question: à quoi ressemblera la future génération des experts comptables? La profession du chiffre est au cœur de nombreuses évolutions, notamment technologiques, mais aussi sociétales. Les professionnels doivent s'adapter, acquérir de nouvelles compétences, par exemple sur la data ou encore sur la communication. Donc, quel sera le profil de l'expert comptable de demain et quelles actions mettre en œuvre pour parvenir à ce nouveau profil? On en parle avec nos invités, mais tout d'abord, le traditionnel petit sondage lancé auprès du public avec cette question: quelles compétences pensez-vous que la nouvelle génération doive prioriser? Réponse A, la communication et la relation client. Réponse B, la maîtrise des nouvelles technologies. Réponse C, la gestion des risques et la conformité. Vous pouvez voter en direct. On verra les résultats au terme de nos échanges sur cette deuxième tendance, sur cette deuxième question, sur l'évolution de la profession. Alors, première question, Laurie. L'Annex et le CJEC, que vous co-présidez, ont récemment produit un manifeste intitulé Projet Impulsion, qui propose un certain nombre de mesures pour moderniser la profession, pour anticiper les évolutions à venir. Pouvez-vous nous en parler ? Alors oui, tout à fait. Alors pour vous expliquer le projet, en fait, le manifeste Impulsion, c'est le résultat d'un projet qui est le premier projet de fond, excusez-moi, de l'Annex et du CJEC. On voulait pouvoir rendre un livrable avec les idées des jeunes pour ouvrir le débat. Donc là-dessus, on a sollicité les élus de l'Annex et du CJEC, les adhérents aussi, qui ont pu participer à des groupes de travail sur 3 thèmes. Donc le management qui a été mené de front par les 2 associations, la data menée par l'Annex et les évolutions de la profession menées par le CJEC. Donc ces groupes de travail ont travaillé pendant plusieurs mois pour sortir ce manifeste de 28 propositions. Donc pour vous faire un résumé rapide des 28 propositions, ensuite il est disponible sur notre site, je vais peut-être vous dérouler les 70 pages tout de suite. On a sur la partie management en thème principal, la mise en place du management bienveillant, l'intégration du neuromanagement, le fait de soigner l'intégration ou la sortie des collaborateurs, parce qu'il a été identifié que c'était des moments clés où il y avait certains manquements qui étaient faits. Sur la partie data, donc traitée par l'Annex, la mise en place d'un carnet de santé numérique qui réservé aux clients des experts comptables, qui pourrait regrouper un historique des contrôles qui ont été faits, fiscaux, etc., et les accès basés à un seul endroit, parce que ça c'est toujours un problème pour les experts comptables d'avoir de multiples accès vers les plateformes. La mise en place de chartes éthiques avec les éditeurs de logiciels, d'un contrôle technique de cybersécurité. Donc ça c'est sur la partie data. Et sur la partie évolution de la profession au niveau CJEC, c'est toute la partie activités commerciales et cadre des activités commerciales qui sont possibles aujourd'hui, revoir ce cadre-là, voir pourquoi il est restreint aujourd'hui. Le fait de mettre en place aussi, ça a été une demande qui était intéressante aussi, c'était le fait de mettre en place des commissions communes entre le CNO et la CNCC, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes voulaient absolument garder ce lien entre les 2 professions, mais enfin pour eux-mêmes, hein, et avoir des commissions communes là-dessus qui travaillent ensemble. Et on voit aussi ressortir le besoin d'interprofessionnalité avec la facilitation de la mise en place des sociétés pluriprofessionnelles qui sont possibles aujourd'hui, mais qui restent encore très complexes à mettre en place. Donc voilà en gros les idées qui ont été portées par les jeunes et qui se retrouvent dans le manifeste. Alors on a un projet Impulsion particulièrement riche. Boris, en tant qu'expert comptable un peu plus senior, on va dire, quelle serait votre réaction sur ce projet porté par les jeunes de l'Annex et du CJEC, un peu plus expérimenté? On parle souvent du changement de posture de l'expert comptable, de dire qu'on a finalement une excellence technique et qu'il faut qu'on aille sur le côté chef d'entreprise qui s'occupe de sa richesse première que sont finalement les équipes que l'on a dans nos cabinets,
qui s'occupe de la partie aussi stratégie de son cabinet, avec toute la partie développement des missions complémentaires, des offres commerciales. Donc on a vraiment toute cette partie-là qui se développe, et dans la tendance qui impacte notre métier, qui est toute la partie numérisation. Et je crois que dans ce qu'a dit Laurie, le projet Impulsion, il résume vraiment toute cette partie, de dire on prend soin de la richesse première que sont nos équipes. Il faut qu'on trouve comment développer la partie des missions complémentaires, donc tout le volet stratégique en fait du chef d'entreprise, et puis l'intégration, numérisation de notre extérieur. Donc c'est signe en fait que l'expert comptable, enfin les jeunes experts comptables en tout cas, et experts comptables stagiaires évoluent vers ce côté chef d'entreprise en fait qui des fois manque à certains de nous plus expérimentés, c'est comme ça. Alors cette coloration entrepreneur des experts comptables, c'est vrai que ça peut être un objectif intéressant. Florent, un mot de réaction sur ce manifeste Déjà c'est super. Enfin, encore une fois, le fait, on en parlait tout à l'heure, que des gens s'investissent, soit élus, soit pas élus, pour faire avancer toute la profession, c'est remarquable, parce que avec Régis, on est des représentants des éditeurs. Évidemment, on aide la profession, mais c'est indispensable, toutes ces énergies qui viennent de la profession. Donc, génial. Moi, ce qui a plus résonné avec moi, c'est le côté management dans les cabinets, parce que toutes les études montrent que les collaborateurs ont un mal-être par rapport au management qui n'est pas perçu par les managers associés. Donc le baromètre du CEG qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui montre que les notes données à leur management par les associés sont bien supérieures aux notes données par les collaborateurs, par exemple. Donc il y a un vrai manque de perception de l'importance de ce sujet. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas propre aux experts comptables. C'est dans tous les milieux, y compris chez les éditeurs de logiciels, mais c'est vrai pour les avocats, c'est vrai partout, où les gens qui deviennent les chefs d'entreprise sont souvent les experts techniques qui ont été les meilleurs experts techniques, et ils n'ont pas été formés au management. Donc ça ne s'invente pas, et donc on fait forcément tous des erreurs, et donc c'est extrêmement important d'investir sur sur la formation, mais la formation pas que des collaborateurs, la formation des managers, des associés. Sur les thèmes dont tu parlais de onboarding, de départ, de gestion des talents, de choses comme ça. Il y a plein de formations qui existent. C'est vraiment possible de passer une demi-journée, d'investir 1 000 € sur un formateur ou 2 000 €, et ça peut vraiment changer beaucoup le cabinet. Moi, c'est la chose qui me parle le plus. Donc le sujet important de la formation, Régis, un mot de commentaire sur ce qui vient d'être dit aussi sur ce projet Impulsion porté par les jeunes professionnels. Oui, inspirant, parce que c'est quand même assez extraordinaire, cette prise de conscience des jeunes de la profession. Je pense que c'est vrai, alors moi je suis encore un peu plus senior, hein, j'étais quand même pas mal expert comptable et souvent impressionné par le turnover dans les cabinets, dans le mal-être au sein des cabinets. On a une profession qui peut générer du stress, hein, parce qu'il y a toutes ces échéances, le stress également des chefs d'entreprise, donc c'est l'accompagnement. Je suis aussi assez étonné du manque de la position des équipes RH dans des cabinets même structurés. Donc ces sujets de management sont majeurs, et pouvoir travailler, parce qu'on ne travaille toujours que bien quand on est bien soi-même, et sur le bien-être au travail des équipes, je pense que c'est un élément très important, sans oublier évidemment tous les autres sujets que Laurie t'a pu parler, dont notamment le sujet de la maîtrise de la data, et comment je vais pouvoir l'exploiter et restituer des informations à mes clients. Alors Régis, on reste avec vous. De votre point de vue, un horizon intéressant pour l'évolution des experts comptables et ce sujet de l'interprofessionnalité, pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, c'est un petit peu ce qu'a soulevé aussi, soulevé Laurie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une expérience avant de diriger un éditeur. Vous étiez expert comptable à la tête d'une belle structure, 100 personnes. Oui, j'ai commencé, j'ai acheté un micro-cabinet avec un collaborateur, puis j'ai racheté le cabinet de mon père qui avait 3 collaborateurs. Et on a petit à petit grandi, surtout avec de la croissance organique. Et la marque expert comptable, c'est une marque confiance. Et j'ai souvent vu, quand un chef d'entreprise me demandait de lui prescrire soit
un conseil quel qu'il soit, il me faisait confiance. Et le problème, c'est que quand on prescrit, on perd souvent la qualité de l'information. Et donc, il y a souvent de la dilution dans la qualité de l'information. C'est pour ça qu'on s'est posé des questions, nous, au sein de notre cabinet, sur comment internaliser des services pour les chefs d'entreprise. Donc, que ce soit de l'ingénierie patrimoniale, du courtage en assurance, du courtage en financement. Et je pense que ça ne peut se faire que si on s'appuyait sur des vrais experts. Je crois vraiment au sujet de l'expertise, donc soit internaliser ces sujets-là en prenant des experts dans la gestion de patrimoine, en prenant des experts dans l'informatique, donc pour accompagner nos clients et proposer une véritable offre de valeur à nos clients pour les accompagner au fil de l'eau. Donc l'expert comptable pourrait un peu fonctionner comme un catalyseur de compétences, d'expertise, pour proposer une sorte de guichet unique aux entrepreneurs, c'est un peu ça l'idée? Exactement. Florent, peut-être une réaction sur ce que vient de dire Non, je suis d'accord, ça fait partie du renouvellement, de passer à autre chose que seulement la tenue, du renouvellement des missions, d'être en lien avec les autres, de faciliter les échanges commerciaux. Et ça peut passer soit par de l'interprofessionnalité, soit par faire monter des compétences en interne, former sur d'autres choses. Mais je ne suis pas un expert du sujet pour le coup, moi je suis plutôt sur la tenue, mais je suis convaincu en effet de l'idée. Vous êtes quand même chef d'entreprise, enfin directeur général France de Dext. Quelles seraient vos pistes de réflexion pour l'évolution des cabinets d'expertise comptable sur leur business model, sur leur évolution? Vous avez forcément un point de vue sur le sujet. Il y a quelque chose qui est clair sur les experts comptables, c'est que jusqu'à maintenant, ils étaient en réaction à la demande. Donc le client arrive avec sa demande et on répond à la demande. Or, c'est quand même possible aujourd'hui d'avoir plus un marketing de l'offre et de soi-même aller proposer des services et d'attirer les gens qui correspondent à ce service. Donc c'est priori, si on veut justement être dans un bien-être aussi en tant qu'expert comptable soi-même, proposer des services que soi-même on aime bien, donc soit un secteur particulier, soit un type de client, soit un type de service, et attirer du coup les gens qui nous conviennent. Je pense que c'est bon pour le business, c'est bon pour soi-même, c'est quelque chose qui paraît bien à faire. Alors Boris, qui dit évolution de la profession dit nécessairement formation. L'Ordre des experts comptables propose un certain nombre d'initiatives sur le sujet. Pouvez-vous nous expliquer tout ça? Alors, il y a deux initiatives. Le premier, c'est CAP 2030. Donc ça, c'est un outil qui permet de faire l'analyse stratégique du cabinet, où j'en suis aujourd'hui, et notamment avec le phénomène de digitalisation qu'on a, dont la facture électronique, mais pas que, où j'en suis aujourd'hui, quelles sont mes missions, quelles sont les missions que je veux faire demain. Et du coup, quels vont être les impacts au niveau du cabinet. Donc, mettre en place, souvent on a une stratégie mais qui est un peu dans sa tête, c'est de la mettre dans un outil pour pouvoir avoir finalement la stratégie du cabinet, où je suis, où je veux aller. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est les compétences. Un outil de gestion, donc l'outil GPEC, gestion de prévisionnel des emplois et des compétences. Et là, on embarque l'équipe du cabinet dans le projet, où en fait, chaque membre de l'équipe va venir indiquer quelles sont ses compétences et aussi ce qu'il a envie de faire. Et par rapport à ça, l'outil va être capable de faire un peu comme une cartographie, un match, de dire, en fonction de ce qu'on souhaite faire dans le cabinet, la stratégie du cabinet, il y a déjà ces compétences-là, il manque ces compétences-là, mais un tel a indiqué qu'il aimerait travailler sur ces sujets-là, parce qu'à un moment donné, ce que disait Florent, si on fait quelque chose qui nous plaît, si quelqu'un de l'équipe fait quelque chose qui lui plaît, il va exceller en fait. Donc c'est de dire, identifier les envies des équipes, identifier les compétences à mettre en face des services qu'on souhaite proposer demain, ce que l'on a, ce que l'on n'a pas, et derrière, on ressort sur un plan de formation. Donc un outil en fait qui permet d'avoir cette partie stratégie et besoin de formation. Et le deuxième outil, c'est le plan de formation profession comptable 2030, qui s'adresse donc là aussi aux équipes, qui permet de passer à l'action sur les besoins de formation, de dire on a détecté qu'il y avait ce point-là, donc il y a un parcours qui est proposé aux collaborateurs pour l'emmener en fait sur cette évolution de compétences et sur le fait qu'ils soient prêts à proposer de nouveaux services. Alors, pas que numérique, c'est aussi faire changer de posture les équipes, de dire, OK, il va y avoir moins de saisie, donc il faut aussi à un moment donné être plus à l'écoute des clients, et comment est-ce qu'on devient à l'écoute des clients. Donc travailler aussi sur les soft skills, en fait, pas uniquement sur de la compétence technique. Donc c'est les deux outils. Le premier, c'est je définis ma stratégie, je gère aussi
les compétences au sein de mon cabinet, la richesse de mon cabinet, peut-être la plus importante et qu'on ne met jamais à l'actif de notre bilan. Et derrière, comment je fais évoluer ça avec le plan de formation. Donc il y a aujourd'hui déjà pas mal de parcours qui sont créés, il y en a d'autres qui sont créés tout le temps. C'est vraiment un objectif 2030 en fait. Alors, c'est le moment de vous parler d'un autre sondage que l'on a fait sur LinkedIn en amont de l'émission, avec cette question: quel est le principal frein au recrutement dans la filière comptable? Réponse A, une image vieillissante de la profession, 48% des votes, donc c'est assez clair, hein, la tendance. Réponse B, un système d'éducation qui ne serait plus en phase avec la réalité du terrain, 27%. Et réponse C, un manque de perspective d'évolution, 25%. Et le nombre de participants, 1450 personnes. Peut-être un mot, Laurie, en tant que jeune professionnel du chiffre, comment vous percevez ce chiffre, ce chiffre, sur l'image vieillissante de la profession? Quel est votre point de vue central? C'est une image un peu poussiéreuse, effectivement, des experts comptables. Voilà, comment vous appréhendez ce sujet? Alors juste avant de répondre à la question, les jeunes experts comptables, ce sont les inscrits depuis moins de 5 ans. Ce n'est pas une question d'âge, donc je vous rassure tout le monde. C'est vrai, il faut bien me le préciser. Donc déjà, c'était juste Merci. pour... Merci, Hello. Merci. Voilà. Sur la partie image vieillissante de la profession, effectivement, alors bon, on est conscient de ça, bien entendu. Je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a la partie image vieillissante de la profession, de ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que là, je pense que c'est un problème de pédagogie. Il faut vraiment expliquer aux gens ce qu'on fait au quotidien. Moi, il y a encore des gens qui me demandent si je fais des maths toute la journée, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, on est très étonnés par ce genre de questions parce que c'est vraiment loin de notre métier. Donc, je pense qu'il y a quand même ce côté pédagogique. Il y a un écart énorme entre ce que les experts comptables font au quotidien, la manière dont ils adorent leur métier. Tout à fait. Et la manière dont le grand public perçoivent ces professionnels. Tout à fait. Donc il y a cette partie-là où je pense qu'on a tous un rôle à jouer sur cette information-là. Et après, on va revenir sur le management, hein, mais il y a une image vieillissante par le fonctionnement des cabinets et par le management en cabinet. C'est une vraie problématique. C'est vrai que ça l'est dans tous les secteurs, mais je dirais que ça l'est plus quand même dans des secteurs comme le nôtre, comme les avocats, comme les notaires, ce type de profession qui subit cette image vieillissante, mais on retrouve les mêmes problèmes partout, et dans ces professions-là. Et pour nous, un des secrets pour pallier cette fuite, c'est le management, la formation au management. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on se rend compte dans plusieurs IRF quand même, donc les organismes de formation d'experts comptables, que les formations au management sont proposées aux experts comptables, mais qu'elles sont annulées parce qu'il n'y a pas assez de participants. Et donc, il y a là aussi de la pédagogie à faire, parce qu'il n'y a pas d'obligation à se former sur certains thèmes, notamment le management, mais il y a quand même ce côté-là. On le disait tout à l'heure, les chefs d'entreprise le sont parce qu'ils sont experts techniques, donc n'ont pas forcément la formation pour le management, donc il faut qu'ils le fassent. Mais les managers aussi, dans les cabinets d'une taille un peu plus importante, qui ont cette hiérarchie-là avec des managers, les managers sont arrivés là pas parce qu'ils étaient managers, mais parce qu'ils étaient bons techniquement. Donc il y a un décalage là aussi. On pense que la clé, elle est quand même là. Il y a ce besoin de sens dont on parlait aussi tout à l'heure. Quelqu'un qui fait quelque chose qui lui plaît, ça changera tout. Et le fait de comprendre aussi, on parle aussi de besoin d'expliquer le sens aux collaborateurs, le fait de comprendre le projet global du cabinet, la vision du chef d'entreprise, de la partager avec les collaborateurs, d'échanger à ce sujet-là pour donner une motivation complémentaire. Et après, pour la partie logicielle, il y a aussi cette partie-là. Je pense que petit à petit, on arrive vers un problème d'attractivité qui fait que ce sont les collaborateurs qui choisissent le cabinet dans lequel ils vont aller, et que aujourd'hui, outre les conditions de travail, ils vont aussi choisir en fonction des outils. Un cabinet qui n'a pas les outils qui sont proposés ailleurs va avoir encore plus de mal à recruter. Alors, Régis, le sondage parle aussi d'un système d'éducation qui ne serait pas en phase avec la réalité du terrain. Quel est votre point de vue sur le sujet ? Oui, c'est certain. Donc c'est vrai que le gros enjeu, c'est la formation, et une formation inadaptée. Là, c'est vrai qu'on arrive sur une situation un peu compliquée. On est d'accord, hein, on forme beaucoup
sur la technique, on est très concentré sur la technique, et on le sait. On le sait tous depuis très longtemps. Le premier sujet qui est traité par l'intelligence artificielle, c'est le sujet technique. Donc pourquoi continuer à se concentrer sur les sujets techniques alors que la vraie réponse, c'est de se poser des questions sur quels sont les besoins de nos clients chefs d'entreprise, et comment on va les accompagner, comment on va accompagner également nos équipes au sein des cabinets. Donc je pense que c'est un vrai gros sujet, c'est de se reposer la question sur pourquoi continuer à rester centré sur les sujets uniquement techniques, alors que ces sujets-là vont être traités et sont très bien traités par l'IA. Donc je pense que ça, c'est un des éléments majeurs à travailler. Et ensuite, si je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur ce que Laurie et Florent ont dit tout à l'heure, il y a également la présence de la profession auprès du grand public, c'est-à-dire pouvoir être plus présent dans les organes de formation, également avoir une présence départementale encore plus forte au niveau de nos actions. Je le vois, moi j'ai eu la chance d'être président d'une AEC départementale et ça nous permettait de porter la voix de l'expert comptable au sein des lycées, au sein des facs, pour pouvoir avancer là-dessus et dépoussiérer notre image. Ouais. Je voulais réagir sur des collaborateurs qui choisissent en fonction des logiciels dans le cabinet, parce que ça, c'est mon rêve en tant qu'éditeur. Et c'est ce que je dis à chaque personne qui rejoint Dex France, et notre objectif, c'est que quand un collaborateur vient faire un entretien d'embauche, s'il y a Dex dans le cabinet, que ce soit un gros plus, parce qu'on veut être le meilleur allié des collabs, et un collaborateur qui voit pas Dex, ça va être compliqué. Donc, cool, si ça se passe, c'est super. Je voulais réagir sur la question d'attractivité. Je vais peut-être dire une énorme bêtise, arrêtez-moi si je me trompe, mais si je comprends bien, c'est pas spécialement une question d'attractivité, parce qu'on recrute beaucoup de gens, mais il y a encore plus de besoins. C'est une question de turnover et de garder les talents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent après en entreprise. Et donc, on peut faire toute la com qu'on veut pour changer l'image de la profession. Si les gens viennent, mais qu'on n'arrive pas à les garder parce qu'après ils partent en entreprise, c'est pas spécialement l'image qu'il faut changer, c'est vraiment les pratiques dans le cabinet. Donc ça c'est important. Donc est-ce que c'est vraiment l'attractivité ou est-ce que c'est l'expérience en tant que collaborateur, collaboratrice? Et l'autre point où je suis d'accord, c'est que en effet l'intelligence artificielle va aider beaucoup sur la technique, donc il y a quand même besoin qu'il y ait des experts techniques pour contrôler ce que fait la machine. Mais pour moi, on peut aller recruter aussi autre part que des gens qui ont fait des études de comptabilité. Faut pas, les écoles qui font la formation initiale de comptable, s'ils proposent déjà des choses de management, ils proposent déjà des choses, ben voilà, ils font le boulot, quoi. Et les jeunes ne veulent pas se former à ces questions-là à ce moment-là. C'est comme ça. Après, c'est dans la formation continue, donc tout au long de la carrière, qu'on peut changer des choses. Mais si on veut des talents qui sont au-delà de la technique, ben on peut aller les chercher ailleurs et les ajouter quand même à son cabinet. C'est 1400 personnes qui ont répondu, c'est ça? Ouais. Et moitié qui pensaient que le métier n'était pas très attractif. C'est Donc ça. là, avec ce que je vais dire, je vais me faire 700 copains de moins, en fait. Je ne suis pas d'accord avec ce constat-là. Je trouve que parfois, on se flagelle un peu par rapport à l'image de notre métier. Si on prend juste 3 chiffres, le premier, c'est l'effectif en fait, de la profession. Le dernier rapport de l'OMECA, on est passé de 140 à 170 000 personnes au sein de la profession. 30 000 personnes de plus sur une période de 3 à 5 ans, c'est une progression importante. Donc, ce n'est pas un problème d'attractivité, en effet, c'est peut-être plus un problème de garder. Résultat du DSCG, fin de semaine dernière, début de cette semaine, du jury, 1000 diplômés de plus, non pas parce que les notes étaient... le sujet était plus facile, mais parce qu'il y avait plus de candidats, en fait. 1000 DSCG de plus. Donc c'est quand même important. Et le troisième chiffre, alors je l'ai oublié, vous m'excuserez, ça fera peut-être encore quelques copains de moins, mais sur les vœux Parcoursup, sur la dernière tendance qu'il y a eu, il y avait une progression en fait du choix pour les filières comptables. Donc on est
souvent, on se dit qu'on n'est pas attractif, enfin, on pense qu'on est moins attractif que l'on l'est réellement, en fait. Donc voilà, on a quand même un métier qui change. Par contre, on a un métier qui n'est pas grand public, qui n'est pas connu du grand public. Oui. Et globalement, si les enfants ne sont pas avec des chefs d'entreprise, ils ne connaissent pas notre métier, alors que tout le monde connaît le médecin parce que tout le monde y est allé. Donc voilà, mais sur ce côté attractivité, il faut relativiser un petit peu parce que les chiffres sont un peu contraires. Non, mais c'est bien Et si je peux me d'appuyer permettre, sur les aspects positifs, Régis, ouais. juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, et il y a également l'image que l'expert comptable a auprès du chef d'entreprise. À chaque fois, quand tu regardes les sondages, quelle est la personne en laquelle le chef d'entreprise fait le plus confiance? C'est toujours l'expert comptable qui revient. Ah, mais donc, oui. donc il y a vraiment une image très très positive. Moi, je suis devenu expert comptable parce que mes parents étaient commerçants, qu'ils avaient un expert comptable, en fait. Donc, Oui, c'est quelque chose qu'on rencontre effectivement Tout à fait. souvent. Ouais. Je crois que c'est le cas de l'actuelle présidente de l'Ordre des experts comptables, Cécile de Saint-Michel aussi, qui Oui, a tout à trouvé fait. sa vocation. Tout à fait, ouais. Alors, j'ai les résultats du second sondage lancé en début de thématique. Je rappelle la question, quelles compétences pensez-vous que la nouvelle génération doivent prioriser? En le disant, je me demande si je l'ai lancé, ce sondage. Je ne suis pas sûr, en fait. Peut-être un oubli de ma part. En tout cas, donc, quelles compétences pensez-vous que la nouvelle génération doivent prioriser? Réponse A, la communication et la relation client qui obtient 40% des votes. Réponse B, la maîtrise des nouvelles technologies comme la data et l'IA, 48% des votes. Réponse C, la gestion des risques et la conformité, 12%. Peut-être un mot de commentaire sur ce sondage. Ouais, Florent? Ouais, j'attendais beaucoup le résultat de ce sondage parce que j'espérais que la réponse soit la communication client et la façon de travailler avec les clients et pas la technologie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va en parler dans la troisième partie. Avec l'intelligence artificielle générative, c'est de plus en plus facile d'utiliser la technologie. Donc, il y a 25 ans en plus, je me souviens de mon grand-père qui devait coder des choses sur un ordinateur pour le faire marcher. Aujourd'hui, un bébé de 2 ans, il arrive à faire marcher un smartphone. Et donc, il n'y a pas besoin de plus se former que ça sur la technologie, ça va être de plus en plus facile. Maintenant, on pose une question, il y a tout qui se passe. On n'a même pas besoin de maîtriser l'interface. Par contre, oser essayer de vendre quelque chose à son client, oser avoir une conversation difficile avec son collaborateur, sa collaboratrice, ça, c'est pas facile. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'il faut à tout prix les soft skills. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est la relation client en fait le plus important, c'est la relation avec les équipes, la technique. Mais on a un métier technique en fait, donc on aime bien être formé sur la technique. Alors, on en sort, ça on me a quand rassure. même la maîtrise des nouvelles technologies qui est en tête. Oui, c'est ça le problème. C'est un problème. Alors que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, comme tu dis Florent, c'est vraiment comment je peux transmettre cette information à mon client, comment je peux écouter. Enfin, de toute façon, la réponse est dans l'écoute, dans tout ce qu'on peut faire. Et c'est sûrement aussi notre faute en tant qu'éditeur, parce que forcément, quand on fait des formations, on parle que de technique, d'utiliser un outil, on dit que c'est extrêmement important, on est payé pour ça. Et il n'y a personne qui est payé pour... Enfin si, les organismes de formation, mais on n'entend sûrement pas assez le côté soft skill, son importance. On passe aux questions du public, une question aussi pratico-pratique à l'attention de Laurie, une question de Jean-Cédric. Comment pouvons-nous lire le manifeste Impulsion? Oui, il est disponible en ligne sur notre site internet annexecgec.org. Parfait. Et là, donc, ce n'est pas une question, un message de Fabien Richard. Il nous faut vulgariser notre profession. Nous avons les moyens de la rendre attractive. Notre métier est tellement passionnant quand on connaît le champ des possibles, nous pouvons travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ce côté de ce métier. Rendons la profession accessible avec des discours simples et efficaces. Un mot de commentaire sur... Est-ce qu'il ne faut pas changer le nom d'expert comptable? Parce que tu dis, tes amis te disent mais tu dois compter toute la journée. Bah oui, il y a le mot comptable. Et comptable, c'est compter. Or, l'expert comptable, il conseille les entreprises, il les aide. C'est une marque qui rassure aussi, je trouve. Bien sûr, bien sûr. C'est une bêtise, une belle marque. Le nom. Je crois que c'est une question qui s'est posée souvent. Ouais, je crois que c'est une question qui se pose souvent. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, quand on n'a pas envie de se dire qu'il faut changer de posture, on se dit c'est peut-être le nom qui ne va pas. Et parce que c'est beaucoup plus facile de changer le nom que de changer la posture. C'était une fois non, mais je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, quand on prend du recul, on se dit oui, mais en fait, il y a une population... des métiers qui sont un métier qui est super connu, c'est le métier d'avocat. Au début, c'est un nom de fruit, quoi. Donc bon, je pense que c'est vraiment plutôt le côté
l'image qu'on va envoyer, l'envie qu'on va faire, qui fera oublier le nom, enfin la sémantique même des termes et vraiment ce qu'on met derrière, quoi. Ouais. Et pour revenir sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure, je pense que même si il y a toute cette pédagogie, il faut faire très attention aux soft skills, il faut vraiment faire en sorte que tous les experts comptables se forment sur cette partie-là. On ne pourra de toute façon pas changer, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les experts comptables ont soif d'apprendre, quel que soit le sujet, en technique. Oui. Ça ne changera pas. C'est quelque chose qui nous représente tous et qui nous anime tous. Et donc, il faut qu'on apprenne à étudier autre chose et comprendre aussi que c'est de la technique, ce type de formation. Mais on ne pourra pas non plus se changer fondamentalement sur notre soif d'apprendre sur de nouvelles techniques. Et cette confiance que les experts comptables que les chefs d'entreprise ont en les experts comptables, ça vient aussi de cette compétence et le fait d'être concentré sur la qualité de la restitution de l'information qu'on apporte ou du conseil qu'on va apporter au client. Donc cette notion d'expertise est importante, donc il ne faut pas la perdre en s'appuyant sur des nouvelles technologies, évidemment, mais vraiment pouvoir encore mieux restituer le conseil auprès du chef d'entreprise. Et c'est totalement OK que l'expert comptable reste l'expert technique, qui est le garant et qui du coup aura la confiance, mais en ayant conscience qu'il faut apporter de nouveaux services, faire autre chose, recruter une personne qui va diriger l'équipe conseiller client et qui va être plus axée sur les soft skills. Ce qu'on voit très peu aujourd'hui quand même. On voit dans les gros cabinets. Et qui va accepter le fait qu'on puisse, parce que souvent le mot vendre est un gros mot dans nos cabinets. Il faut accepter le fait d'avoir des commerciaux pour proposer des nouveaux services, pour pouvoir mettre en valeur des services et pousser la notion de marketing aussi au sein des cabinets. Alors, sur cette seconde thématique, je note un certain nombre d'idées clés, l'importance de la formation, l'importance du management pour attirer et garder les talents, l'importance aussi peut-être d'évoluer vers un profil plus chef d'entreprise, c'est ce que j'entends aussi. Donc très bien, on peut passer à la troisième thématique de cette émission, l'intelligence artificielle. Troisième tendance, l'intelligence artificielle. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle, notamment générative. Elle vient bouleverser de nombreux secteurs, dont celui de l'expertise comptable. Alors, quels sont les enjeux pour les cabinets, pour le marché de la comptabilité d'une manière générale? Quelles sont les réponses de l'ordre des experts comptables sur ce terrain? Quelles sont également les dernières fonctionnalités des éditeurs? On en parle avec nos invités, mais tout d'abord, ce petit sondage auprès du public avec cette question. À votre avis, quel sera l'impact de l'IA sur le rôle de l'expert comptable d'ici 2030? Réponse A, une automatisation totale des tâches historiques en comptabilité. Réponse B, une évolution vers un rôle de conseiller stratégique. Réponse C, une combinaison des deux. On vous laisse voter en direct. On en parle à la fin de cette troisième thématique. On va commencer par tenter de modestement de définir ce qu'est l'intelligence artificielle avec nos regards assumés comme non spécialistes. Florent, quel est votre point de vue sur le sujet? Très modestement, parce que très non spécialiste, mais a priori spécialiste de comment les experts comptables peuvent utiliser l'IA. C'est ce que j'essaie de faire depuis 10 ans. La définition d'IA que je préfère, c'est l'IA, c'est l'imitation de la pensée humaine dans des machines. Et ça le fait très bien sur certaines choses. Donc, analyser des grandes bases de données pour prédire quelque chose. C'est ce qu'on fait chez Dext depuis le début. Par exemple, sur la catégorisation, il y a des millions de factures qui ont été mises en 6257. Il y a de bonnes chances qu'une facture très équivalente soit mise en 6257 par le prochain collaborateur. Donc, on va anticiper ce que va faire le collaborateur et on va deviner, on va prédire la catégorisation. Donc ça, c'est la première phase d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est devenu, dans le grand public, on en parle tout le temps, parce qu'il y a l'intelligence artificielle générative, qui est la seconde révolution de l'intelligence artificielle, qui va, on le disait un peu, faciliter le rapport entre l'humain et la machine. Il n'y a plus besoin de maîtriser l'interface, il suffit de poser une question et on a sa réponse. Et ça va changer beaucoup de choses, et je pense que c'est de ça qu'on va parler, ça va changer beaucoup de choses pour les experts comptables et leurs clients. Laurie, une réaction? Alors oui, sur cette partie-là, c'est vrai que
Je pense qu'on a encore un gros besoin d'explication sur le fonctionnement. Aujourd'hui, je pense que c'est très flou pour les utilisateurs. Ça arrive comme quelque chose d'un peu magique, où ils posent une question, où ils ont une réponse. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui me disait, tu sais, il faut être très très poli parce que sinon, il ne te répondra pas. Et je pense qu'il y a quand même alors ça peut être drôle, mais je pense qu'il y a quand même un gros amalgame entre le fait que ce soit pas une vraie personne qui répond. Il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment que on est sur une réelle intelligence qui a été créée. Et ça, je pense que c'est un sujet. Moi, je dis toujours s'il te plaît à ChatGPT. C'est bête, mais. Boris, un mot de commentaire? Ouais, je pense que c'est un outil avant tout. Il ne faut pas oublier que c'est un outil, justement. Il faut savoir comment il fonctionne. Il faut savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Je pense qu'il faut l'utiliser. Il ne faut pas se poser la question de est-ce que je vais l'utiliser ou pas. On a beaucoup parlé à un moment donné, ça va remplacer les métiers dans la comptabilité, etc. Dans les fameux graphiques, on était top 1. Voilà. Donc là, on était super attractif, hein, top 1. Enfin, voilà. Non, je pense que par contre, ça remplacera forcément quelques tâches. Moi, ce que j'y vois, c'est plutôt un risque de fracturer la profession et d'avoir en fait d'un côté des experts comptables qui l'utilisent, qui vont avancer, parce que c'est un outil complémentaire, et puis des experts comptables qui ne l'utiliseront pas, ou des cabinets qui ne l'utiliseront pas, parce que ce n'est pas que l'expert comptable, et qui ne pourront pas aller aussi vite ou proposer les mêmes services que d'autres. Et qu'on ait finalement une fracture de la profession à ce moment-là. Donc je pense que c'est un outil assez sensationnel, très intéressant pour notre métier. Et l'enjeu, c'est vraiment une adoption massive de la part de toute la profession, parce que c'est un outil aussi qui peut nous fracturer. Qui n'est pas une adoption en fait à deux vitesses en fait, ça, sur ce sujet de l'IA. Régis, pour rentrer un petit peu plus dans le dur, dans le concret, pourriez-vous nous faire un tour d'application des applications en lien avec l'intelligence artificielle qui intéresse les experts comptables? Oui, alors c'est ce que disait un petit peu Florent. Déjà, hein, de toute façon, il y a déjà beaucoup de choses qui se font avec de l'IA, qui sont transparentes maintenant pour les utilisateurs. Donc toute l'automatisation des données de comptables, hein, transformation d'un événement en écriture comptable, que ce soit lié à du deep learning ou des algorithmes. Donc il y a toute cette partie-là qui nous permet d'automatiser au maximum l'écriture comptable. D'ores et déjà, c'est déjà disponible. Donc ça, c'est un point, et je pense que les équipes commencent à être de plus en plus à s'approprier ces sujets. Ensuite, il va falloir se concentrer sur les besoins de chacun des utilisateurs pour voir qu'est-ce que je peux faire avec les différents outils. Donc on a parlé de l'IA générative, et donc comment je vais pouvoir travailler sur des rapports. On le voit, hein, on est tous à travailler. Moi, je vois mes enfants qui sont encore en études, et comment ils s'approprient déjà les sujets d'analyse et de rendu auprès des clients. Et donc, c'est vraiment là où le sujet Figital est très important. C'est-à-dire que, évidemment, ne pas laisser les clés aux clients pour avoir directement un rapport en IA générative, parce que là, ça veut dire qu'il ne pourra pas être revu par l'expert, mais que l'expert s'appuie sur l'IA générative pour travailler des rendus aux clients. Donc ça, c'est une deuxième partie avec l'IA générative. Et nous, là, typiquement, sur Microsoft, on a creusé un autre sujet, c'est l'IA prédictive. L'IA prédictive qui est pas récent, hein, c'est vraiment une logique qui est assez ancienne, et qui nous permet de bien travailler sur l'accompagnement. Aujourd'hui, quand je rencontre mon client au mois de février-mars, je vais lui parler du bilan de l'année passée, et puis voilà. Grâce à l'IA prédictive, on peut travailler réellement sur une présentation d'un atterrissage, présenter cet atterrissage sur l'année à venir au client, se poser des questions pendant le rendez-vous bilan, et puis lui dire maintenant on peut travailler sur un budget, on a déjà établi notre budget, et on va pouvoir se retrouver le mois prochain et tous les mois pour un accompagnement et voir la différence entre le budget
et le réaliser. Donc c'est vraiment là où on peut, c'est un exemple, de voir comment l'IA peut nous accompagner sur un changement de la relation entre l'expert comptable et le client. Et le client, c'est tout ce qu'il demande. Tous les sondages, quand les sondages sont faits, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'expert comptable? Donc c'est la personne dont j'ai le plus confiance, mais par contre, je ne la vois pas assez. Et donc là, l'expert peut vraiment reprendre sa place et s'appuyer sur des éléments qui sont traités par l'IA pour mieux accompagner le client et y mettre vraiment de la valeur ajoutée. Florent, peut-être un mot de complément sur les dernières fonctionnalités en lien avec l'intelligence artificielle qui intéressent les professionnels du chiffre. Ouais, je vais parler de quelque chose qu'on est en train de tester, qu'on va bientôt lancer chez Dex, c'est la GED intelligente. Donc on va appliquer tout ce qu'on fait aux factures aujourd'hui à tous les autres documents. Parce que notre force, c'est l'extraction d'intelligence artificielle là-dessus. Donc on va aller extraire toutes les données de tous les documents, ce qui va permettre une recherche par mots-clés dans des contrats, dans des documents d'assurance et des choses comme ça. Et là où ça va utiliser l'intelligence artificielle générative, c'est qu'il va y avoir aussi un petit résumé à côté qui va permettre un document de 15 pages clarifier en 3-4 lignes qu'est-ce que c'est, ou un peu plus long, et de faire un petit rappel, par exemple 3 mois avant le renouvellement du contrat, va y avoir une notification pour n'oublie pas de renouveler ce contrat, n'oublie pas que cette assurance, n'oublie pas que ce bail ou ce genre de choses. Donc c'est des choses nouvelles qui vont arriver et qui vont aller étendre aussi le genre de service que les experts comptables vont pouvoir proposer à leurs clients. Mais je voulais réagir, c'est pire qu'un risque de vitesse, c'est que dans tous les cas, il y aura de l'intelligence artificielle générative dans les outils qu'utiliseront les clients. Donc les clients, de la même façon que quand on va voir son docteur, dans les faits, on a tous regardé sur Google ce qu'on avait avant, et on arrive, on va voir son docteur et on dit « j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Aujourd'hui, on ne peut pas trop faire ça avec son expert comptable, on ne sait pas trop, on ne comprend pas les chiffres. Mais demain, on pose sa question à son logiciel d'abord, dis-moi combien je peux me payer à la fin de l'année, on va avoir une réponse qui sera peut-être bonne, peut-être pas bonne, mais pas parfaite en tout cas, parce que l'IA générative, elle pourra faire qu'avec les données qu'elle a, elle n'aura pas tout ce que c'est l'expert comptable, et l'expert comptable, il va arriver en second plan. Ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire qu'on vient après le logiciel. Et donc, on n'a pas beaucoup parlé de transfert de valeur vers les logiciels, mais il y a un vrai risque que si jamais, en tant qu'expert comptable, il n'y a pas une proactivité à aller soi-même proposer les services, la réactivité, elle ne sert plus à rien, parce que l'intelligence artificielle générative, elle va répondre en 1 seconde, et donc répondre en 1 jour, ça ne sert plus à rien. Alors, on va peut-être faire réagir les experts comptables, justement, qui sont présents sur ce plateau. Laurie? Alors, sur la partie... Ce côté transfert de valeur, par exemple, dont Florent vient de parler, ce risque de transfert de la valeur des éditeurs des experts comptables vers les éditeurs, comment vous appréhendez ce sujet? Alors, sur cette partie-là, je dirais que la valeur et la valeur ajoutée des experts comptables ne provient pas de la production pure comptable et saisie des documents. Donc, pas un transfert de valeur à ce niveau-là. En revanche, il y a un risque je parlais tout à l'heure du point d'entrée qui était de toute façon toujours la comptabilité pour nous-mêmes, chez les jeunes qui créent leur cabinet en faisant d'autres missions dès le départ. C'est plutôt ce côté-là qui est un risque pour nous de perdre ce point d'entrée avec l'outil comptabilité, dont on se sert de toute façon après, quoi qu'il en soit, plutôt que de la valeur. Aujourd'hui, on le voit déjà par des clients qui ont essayé des logiciels comptables complètement automatisés sans expert comptable, à qui on a dit on verra dans quelques temps ce que ça donnera, et qui nous ont rappelé quelques mois plus tard en disant maintenant j'ai besoin de conseils en fait. Donc on a cette valeur ajoutée là par effectivement les conseils, etc. Mais effectivement la notion d'être proactif plutôt d'être en réaction, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, il faut quand même aussi mesurer le risque, dans le sens où on a quand même des clients qui ne sont pas en majorité sur l'IA toute la journée, qui ont déjà du mal à scanner leurs factures avec une application. Enfin, il y a encore quand même cette partie-là. Il ne faut pas non plus penser que la totalité des entrepreneurs est complètement passée au numérique. Il y a quand même encore du monde à récupérer. Mais c'est plus facile de dicter combien je peux me payer à la fin du mois que d'utiliser une application finalement. Ah oui, bien sûr.
Mais c'est un vrai sujet, hein, je pense que et puis les acteurs en face de nous vont Oui, bien sûr. plus en plus. J'aimerais bien entendre Boris sur un mot de commentaire de Boris. Alors, il y a un transfert de valeur qui s'opérera. Je ne suis pas certain que ce soit les éditeurs, c'est vraiment plutôt par rapport à la technologie. C'est la technologie qui vient récupérer donc on parle d'éditeurs, mais c'est au départ la technologie. Et finalement, Régis tout à l'heure disait, ce que les clients attendent, c'est de nous voir. Au sondage tout à l'heure, la réponse qui arrive avant, c'était à la partie technique, alors qu'on attendait tout que ce soit la partie relation, la partie vente. Il va y avoir ce transfert avec la technologie, parce qu'en effet, ça va être facile. Je vais être avec mon téléphone en voiture, je vais lui dire, au fait, par rapport à mon dernier bilan, je peux prendre ça, et ChatGPT va répondre ou un autre, et ces outils-là, ils vont arriver. Et quand on voit la vitesse à laquelle ça arrive, ça va arriver très vite. Et la réponse sera sûrement fausse, alors que l'expert comptable donnera une bonne réponse. Mais le client pensera qu'elle sera bonne. C'est pas grave, le client aura une réponse. Une réponse, et puis voilà, donc il se dira OK, et puis je poserai la question plus tard, et probablement trop tard, mais du coup, voilà. Donc il va falloir intégrer ça, et ça peut être aussi d'autres acteurs. Bon, parce qu'on parle du transfert de valeur avec les éditeurs, mais c'est pour ça que je dis plutôt technologie, ça peut être d'autres acteurs. On peut avoir des banques qui proposent des systèmes comme ça à nos clients et qui du coup viennent remplacer une partie ou reprennent de la valeur aussi de l'expert comptable. Donc il faut qu'on s'attache vraiment à ce que nos clients souhaitent, à ce qu'on leur apporte et utiliser cette technologie et pourquoi pas nous aussi leur proposer, parce qu'à un moment donné, ces technologies elles sont accessibles, on peut aussi du coup leur proposer pour garder dans la main cette partie de valeur qui est transférée sur la technologie. Alors sur ce sujet des applications en lien avec l'intelligence artificielle, on a réalisé un autre sondage en amont de l'émission avec cette question, selon vous, quel domaine de la comptabilité bénéficiera le plus de l'IA? Réponse A, la gestion et l'analyse des données financières qui a obtenu 44% des votes. Réponse B, la détection des fraudes et des anomalies, 33%. Réponse C, le suivi en temps réel des indicateurs de performance, 23%. Nombre de participants, 1304 personnes, donc là, à nouveau, c'est significatif et ça dresse vraiment des tendances. Quelle est votre réaction sur ce sondage, Florent? Les trois sont vrais, mais encore une fois, c'est ce que dit Régis, c'est on va pouvoir, en interne dans le cabinet, très rapidement avoir des informations pour pouvoir conseiller son client qui mettait peut-être une journée il y a 5 ans. Donc ça, on peut s'en servir. Sur les 3 thèmes du sondage, on peut s'en servir pour aller proactivement proposer le service. Et donc le cabinet qui va mettre dans sa lettre de mission, tous les mois je ferai un point avec vous, tous les 3 mois on se verra au cabinet, on se voit, on est content, on donne des conseils qui sont de qualité et précis, ça ne nous prend pas non plus des journées de progression, donc c'est faisable parce qu'on a gagné du temps autre part. Et on se fait payer pour ça, parce que le client ne va pas partir autre part. Et en plus, c'est intéressant pour les collaborateurs. Donc c'est vraiment les cabinets qui arriveront, et du coup, je te rejoins sur les 2 vitesses, à l'utiliser soi-même plutôt qu'attendre que son client l'utilise. Normalement, ils devront tirer leur épingle du jeu. Alors, on a parlé du présent, on va parler un petit peu de l'avenir avec vous, Régis. Comment voyez-vous l'avenir des cabinets d'expertise comptable avec cette montée en puissance de l'intelligence artificielle, et quels seraient aussi vos conseils concrets pour appréhender ces évolutions? Il y a quand même une grosse hétérogénéité dans la profession. Il y a des véritables entreprises, et il y a de plus en plus de concentration au niveau de ces entreprises, de plusieurs centaines, voire milliers de collaborateurs au sein de ces entreprises, donc qui ont et qui vont avoir de plus en plus un panel important d'accompagnement du chef d'entreprise. Donc ça, c'est quand même un axe important, et je pense qu'il y aura de plus en plus de concentration dans ce cadre-là, et des acteurs très forts qui auront des moyens importants en matière de traitement de l'information, en matière également d'expertise, donc ça c'est un vrai sujet. Et puis des cabinets un petit peu moins importants. Ce qui me semble majeur pour la profession, c'est de sortir de ce carcan uniquement technique et de devenir un chef d'entreprise. Et donc avoir conscience que moi, quand je suis chef d'entreprise, quand je suis expert comptable, je suis avant tout chef d'entreprise, et qu'il faut que je travaille ma stratégie. Comment je me projette? Est-ce que je veux
travailler seul pour être DAF externalisé, ou bien est-ce que je veux, comme tu m'expliquais, être plutôt sur l'analyse de la gestion de patrimoine. Travailler sa stratégie, se poser sur sa stratégie avant d'attendre, plutôt que d'attendre ce qui arrive et ce qui va m'alimenter. Et une fois que j'ai travaillé ma stratégie, je peux réellement, comme tout chef d'entreprise, avoir une stratégie d'entreprise à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, et mettre les moyens pour pouvoir y arriver. Je pense que c'est un point très important. Boris, un mot de complément sur ce que vient de dire Régis, sur l'avenir des cabinets par rapport à l'IA et peut-être des conseils pour appréhender cette évolution? Je pense que justement c'est un nouvel outil qui va nous permettre de gagner en temps, de pouvoir finalement proposer des services complémentaires, et on doit s'en servir pour augmenter la valeur qu'on apporte en fait. Ce transfert de valeur que va récupérer l'IA, il faut qu'on puisse finalement surfer dessus pour aller plus loin, pour proposer et avoir ces outils-là et la partie de détection. Et à la limite, si je pouvais un peu rêver, demain j'arrive au bureau, j'allume l'ordinateur et j'ai l'IA qui me dit aujourd'hui, c'est sur ces points-là que tu dois intervenir, c'est avec ces clients-là que tu dois échanger, parce qu'il y a ces signaux faibles qui ont été détectés. Et en fait, un tableau de bord comme ça, il nous le faut rapidement, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment cette partie-là. Alors Boris, on reste avec vous face à ces enjeux de l'intelligence artificielle. L'Ordre des experts comptables n'est pas resté inactif, qui propose un certain nombre d'initiatives. Pouvez-vous nous en parler? Quand le sujet est sorti, ChatGPT est sorti, les questions qui sont arrivées, c'est est-ce que je dois l'interdire ou pas au cabinet? Et donc la réponse est non. Le premier enjeu aujourd'hui de l'IA, c'est l'adoption par la profession. Donc la profession, c'est les experts comptables, c'est les éditeurs, mais ça, ils y sont, et c'est aussi les équipes. Pour ça, on a proposé plusieurs outils. Le premier, c'est un guide pour utiliser ChatGPT en cabinet. Comment est-ce que je l'utilise? Et avec une charte d'utilisation de l'IA au sein du cabinet pour pouvoir fixer les contours dans le cabinet sur comment je l'utilise. C'est pas est-ce que, c'est comment je l'utilise. Bien sûr qu'on doit l'utiliser avec les équipes et comment. Donc le guide et la charte. Mais à un moment donné, ChatGPT, il connaît mal notre profession. Il ne peut pas répondre sur la partie de Regain, il ne peut pas répondre sur tout le contenu intellectuel que produit le Conseil national depuis des années, sur les problématiques de cybersécurité, sur les problématiques de facture électronique, sur les problématiques de durabilité, toute cette connaissance en fait, qui est produite par le Conseil national. ChatGPT, il n'y a pas accès, il ne peut pas répondre. Donc on a décidé de créer ExpertChat, qui est l'équivalent de ChatGPT, mais sécurisé, fermé, et entraîné uniquement sur le contenu intellectuel qui est produit par le Conseil national. Parce que ça peut permettre comme ça à chaque personne d'un cabinet de poser des questions dans un environnement sécurisé sur du quotidien qui l'intéresse. Ok, on en a parlé, je dois sensibiliser mes équipes. J'ai mon prestataire informatique qui me dit attention, il y a des risques d'attaque au cabinet, il faut sensibiliser les équipes. Il faut faire un mail à toute l'équipe. Bon, eh ben, je vais dans ExpertChat, je dis prépare-moi un mail pour envoyer à toutes les équipes pour bien rappeler les mesures de sensibilisation sur la cybersécurité. ExpertChat, il vous le propose. Et en plus, on lui a appris 2 choses. On lui a appris à dire je ne sais pas. Parce que l'IA aujourd'hui, elle veut toujours répondre, elle veut toujours faire plaisir. Et comme c'est de la probabilité, et du coup, quand la probabilité est de 0,001, mais elle n'est pas nulle, donc je réponds. Mais ça, c'est compliqué dans notre profession, donc on lui a appris à dire je ne sais pas. On lui a appris aussi à citer ses sources. Et dans ExpertChat, j'ai mon mail sur la cybersécurité et derrière, j'ai le lien pour rédiger ce mail-là. Je me suis servi du guide cybersécurité du cabinet. Donc, c'est les 3 outils que l'on a proposés et ça nous a permis aussi de mettre les mains dans la machine et de comprendre comment ça fonctionnait et de voir finalement si on est sur la déontologie, l'IA aime bien les synonymes, mais sur la déontologie, sur des règles déontologiques, les synonymes, ça peut vite apporter des confusions. Donc, voilà. Donc du coup, c'était vraiment de dire, on va comprendre sous le capot comment ça fonctionne et on va apporter des outils pour favoriser l'adoption, puisque c'est vraiment l'enjeu premier, en fait, c'est que tu sois adopté et après, sur le déploiement. Et des initiatives sur la data aussi. Donc ça, c'était ExpertChat, si j'ai bien compris. Ça, c'est la partie IA aujourd'hui générative ExpertChat. Mais l'étape 2, en fait, l'intelligence artificielle, les premiers concepts technologiques qui datent de 1956. Et ExpertChat sorti en 2022. Donc, pourquoi ?
parce que c'est les données qui manquaient en fait. Donc l'étape d'après sur l'intelligence artificielle, sur la partie prédictive, c'est les données. On a besoin de données pour passer sur l'étape 2 de l'intelligence artificielle, pour avoir des modèles spécifiques. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a tellement de données sur la météo qui sont capables de nous donner le temps à peu près à 6 semaines. Si on veut détecter des signaux faibles, on essaiera d'être un peu plus précis sur les difficultés d'entreprise par exemple, mais si on veut détecter des signaux faibles, c'est de dire il nous faut de la donnée par rapport à ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait une initiative du Conseil national pour stocker ces données, pour pouvoir ensuite préparer l'étape 2 de l'intelligence artificielle, et donc c'est la source. La source, c'est le data lake de la profession, qui permet d'avoir aujourd'hui des premiers retours sur l'utilisation de data, avec une version de GeoDataVis initial qui permet d'avoir du benchmark sectoriel. On a aussi la possibilité de sortir un rapport de durabilité, avec pareil du comparatif sectoriel, pour montrer en fait les premiers usages autour de la data tout de suite, avec une volonté de dire on partage les initiatives collectives qu'on fait ensemble pour préparer la partie 2 de l'intelligence artificielle. Donc on a fait cette partie Expert Chat, le guide ChatGPT, et on a lancé pour préparer l'étape 2, qui est la source, donc le data lake de la profession, qui va permettre d'avoir les données qui iront sur des IA spécialisées. Alors, Laurie, on voit que cette intelligence artificielle ouvre de belles opportunités pour les professionnels du chiffre. Cette technologie n'est pas non plus sans risque ni sans limite. Pouvez-vous nous expliquer tout ça ? Alors sur cette partie-là, c'est vrai que le plus gros problème qu'on se pose tous, c'est le problème de confidentialité des données. Moi, j'ai eu quand même plusieurs discussions où on me dit non mais de toute façon, avec, pour citer celui-ci, ChatGPT payant, il est indiqué en petit en bas qu'il n'utilisera pas nos données. La réponse qu'on donne aussi, c'est que pour le moment, dans l'état actuel, et alors je vais parler sous ton contrôle Boris, même si on donne toutes les données à quelqu'un qui nous promet de ne pas le dire, on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui en tant qu'expert comptable. Non, on ne peut pas le faire, parce qu'en plus, si on va sur le ChatGPT, on utilise les données sont privées, et quand on leur dit donnez-nous votre politique RGPD, ils disent non. Voilà. Donc en fait, ok, vous ne les utilisez pas, mais vous ne voulez pas dire comment. Donc c'est problématique. Ouais, donc c'est une des plus grosses problématiques, je pense, qu'on se pose tous. Et après, l'autre problème, c'est effectivement, et on a commencé à en parler, c'est le problème de récolte de la donnée. C'est qu'aujourd'hui, sur toutes les conférences IA, etc., qu'il peut y avoir, on se rend compte qu'on est en recrutement de la donnée. Et c'est la première chose. Et pour avoir une information de qualité, il faut de toute façon que les logiciels, les intelligences artificielles soient alimentées d'un nombre vraiment important de données, qu'on ait l'assurance qu'elle n'ait pas été triée avant ou orientée. Donc il y a quand même toute cette partie-là. Et après, il y a aussi, alors on y revient toujours, un problème de formation et de gestion des collaborateurs, une problématique, pas un problème, hein, de gestion et de formation des collaborateurs, qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir des cabinets où l'intelligence artificielle n'a pas forcément été poussée, mais on a des collabs qui ont l'habitude de l'utiliser au quotidien, comme on disait, en posant une question sur le téléphone, qui du coup le font rentrer dans le cabinet sans limite, en pouvant donner des données confidentielles. Et donc là, il y a effectivement un cadre à mettre et une prévention là-dessus à mettre en place. Et là-dessus, nous aussi, chez les éditeurs, dans toute entreprise, tout le monde se pose ces questions-là, et il faut mettre des limites. Et il y a quelque chose qui est devenu clair avec le temps, je prends l'exemple des réseaux sociaux, où au début, n'importe qui mettait n'importe quoi. Et on a fait comprendre aux gens, si vous mettez une photo sur Facebook, dites-vous que c'est comme si vous la mettiez sur un écran géant dans la rue. Il faut avoir conscience de ça. C'est un peu pareil avec ces outils-là. Vu qu'on ne sait pas c'est quoi ces boîtes, qu'est-ce qu'ils font, il faut avoir conscience que toute information qu'on met dedans, c'est comme si on la mettait disponible à tout le monde. Donc, en effet, il ne faut surtout pas mettre d'informations confidentielles sur des outils type ChatGPT. Ça va être très différent quand ce sera dans les outils de comptabilité, qui sont plus des large language models, mais adaptés à des modèles plus petits, parce que, en effet, ce sera indispensable qu'on respecte la confidentialité. Donc c'est dans les travaux des éditeurs de faire en sorte que ce ne soit pas ouvert, mais de rassurer
les professionnels du chiffre. En se concentrant quand même sur l'analyse des CGU, Bien sûr, bien sûr. Et des éditeurs, parce que Bien sûr, c'est un vrai point. Et donc, de toute façon, il y a toute cette appropriation des éléments, à la fois confidentialité, anonymisation de la donnée, sécurité au sein des cabinets qui doivent devenir centraux dans l'onboarding de chacun des collaborateurs au sein des cabinets. Alors, on a les résultats du sondage lancé en début de thématique. Je rappelle la question, à votre avis, quel sera l'impact de l'IA sur le rôle de l'expert comptable d'ici 2030 ? La réponse A, une automatisation totale des tâches historiques en comptabilité, 9%. Réponse B, une évolution vers un rôle de conseiller stratégique, 27%. Et finalement, c'est une combinaison des deux qui emporte le palmarès sans grande surprise, en fait, puisqu'on est sur un horizon de 5 ans. Donc voilà, les deux, 64%. Les questions du public, une question de Laurent. Avec la génération de l'utilisation de l'IA, la profession des experts comptables ne sort-elle pas du cadre réglementaire qui est le sien, cher à l'ordre des experts comptables? Peut-être Boris et Laurie. On a ce... Il ne faut pas non plus qu'on prenne notre cadre réglementaire non plus comme étant trop fermé. C'est un outil qu'on peut utiliser. Il faut faire attention. Laurie a bien cité les risques, les problématiques de confidentialité. On a une obligation de secret professionnel, donc il faut bien gérer par rapport à ça, en choisissant les bons outils. Mais on ne peut pas passer à côté d'une révolution industrielle, entre guillemets, parce que on a un cadre, il faut tout ça vive en même temps, en fait. Laurie, peut-être un mot de réaction. Oui. Alors, je suis complètement d'accord avec Boris. Il ne faut surtout pas qu'on passe à côté, et surtout parce qu'on a tendance aussi, et nous, dans notre façon d'évaluer les risques, à toujours attendre pour voir. Là, il faut que tout le monde y aille, parce qu'il ne faut pas qu'on soit encore en retard sur ce type de choses. Et c'est vrai que sans sortir jamais du cadre réglementaire, parce que de toute façon, c'est hors de question, aujourd'hui, même sur des outils comme ça qui ne sont pas sécurisés au niveau des données, on arrive à les utiliser pour augmenter notre compétitivité et notre réactivité sans donner jamais de données confidentielles sur des rédactions de rapports, sur certaines réflexions, recherches, etc., où ça va nous aider à réfléchir et à avoir d'autres pistes, par exemple, mais sans jamais donner de données sur quelques clients que ce soit. Alors, on est un peu pris par le temps, donc c'est le moment de conclure. En préparant cette émission, on s'est dit que l'humain était véritablement la constante et la clé de réussite sur ces 3 sujets qu'on a abordés ce matin, avec notamment cette question vraiment stratégique de la conduite du changement. Alors, pour finir cette émission, j'aimerais recueillir votre point de vue sur ce sujet. Voilà, Laurie. Alors on l'a vu là sur les 3 thèmes qu'on a abordés. Je pense qu'à chaque fois on a parlé de l'humain dans la gestion de l'arrivée de la facture électronique, dans la gestion de l'IA. De toute façon, on a toujours mis ça au cœur des discussions. C'est pour ça que on pense que dans les thèmes principaux, on est sur le management, quoi qu'il en soit, pour avoir une gestion de l'humain et qui soit la plus optimale possible. Boris ? En effet, à chaque fois, c'était vraiment le côté humain, adaptation, formation, accompagnement. Donc, c'est de la technique, on en a parlé. C'est pas forcément les formations qu'on fait le plus. C'est pas là où on est le plus préparé, mais c'est de la technique, donc on peut y aller. Il faut vraiment emmener tout le cabinet, toutes les équipes pour réussir ces changements. Et la réussite, elle n'est pas dans le choix de l'outil, elle est vraiment dans l'adaptation des compétences et des postures de chaque membre du cabinet, en fait. Florent, un mot de conclusion ? Totalement d'accord, mais du coup, pour continuer, une action que vous pouvez faire à la fin de ce webinaire, c'est d'aller sur le site de l'Ordre, d'aller sur les sites et trouver une formation qui vous convient et d'investir dedans. Pour vous, pour vos collaborateurs, ce sera forcément un bon investissement. Régis, le mot de la fin. Non, Figital, oui, c'est ça. C'est l'adaptation de ce nouveau mode, mais autour de l'homme et autour de la relation entre l'expert comptable et chef d'entreprise. Très bien, on va conclure là-dessus. Merci à vous pour la qualité de vos éclairages. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous l'année prochaine. En attendant, on vous souhaite une excellente pause hivernale.